Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui on continue notre top 100 de nos meilleurs jeux de tous les temps. Ouais. Et c'est le deuxième segment, donc ça va être les numéros 90 à 81. Ouais. T'es prêt? On y va. Mon numéro 90, c'est un jeu asymétrique, assez hallucinant comment il est asymétrique. C'est le jeu Vast de Crystal Caverns. Donc un jeu où on a plusieurs rôles à l'intérieur du jeu. Donc on a un joueur qui va jouer un chevalier qui s'en va à l'aventure dans une caverne pour essayer de tuer un dragon. Mais le dragon va être aussi joué par un autre joueur. On va avoir une tribu de gobelins qui vit dans la caverne qui va être jouée par un autre joueur. On va avoir un joueur qui va jouer un voleur qui essaie de ramasser des trésors pour briser une malédiction. Briser une malédiction qui est sur lui. Et un joueur va jouer la caverne. Donc c'est très particulier. Chaque joueur a sa condition de victoire à lui. Chaque joueur a son fonctionnement aussi qui est différent. Ses jetons, ses cartes, ses choses, ses améliorations. On va jouer tout le temps dans le même ordre de jeu préétabli par le jeu selon les rôles qu'on a dans la partie. On va avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs, donc il faut faire attention. Ben, si je nuis trop à ce joueur-là, ça va être bon. Par exemple, si je nuis au chevalier, ben là c'est bon pour le joueur qui est le dragon parce que lui a moins peur de se faire tuer. Donc là, si je nuis trop au chevalier, c'est bon pour les gobelins parce qu'ils vont essayer de le tuer. Il faut que je fasse attention selon mes interactions, comment je vais gérer ça. C'est vraiment particulier comme jeu. Oui, parce que quand David dit que c'est un jeu qui est asymétrique, que chaque joueur joue différemment, c'est pas qu'ils n'ont pas le même deck de cartes. Là. Ils ont un plateau différent, ils ont des règles différentes, il y a un chapitre de règles différents pour chaque personnage à jouer. La condition de victoire de chaque personnage est complètement différente puis dépend souvent d'un autre. Le chevalier doit tuer le dragon. Le chevalier doit tuer le dragon, il faut qu'il sorte de la caverne, les gobelins veulent tuer le chevalier, la caverne veut tuer tout le monde, puis le voleur fait son affaire de son côté. Fait que c'est vraiment spécial, puis il y en a un qui fonctionne sur une mécanique de dés, il y en a un qui fonctionne sur une gestion de main de carte, il y en a un qui fonctionne sur une gestion d'un peu tout ça. C'est très très spécial comme jeu. Puis le design derrière ce jeu-là, c'est vraiment capoté. De voir que ça fonctionne aussi très bien, puis que les parties généralement sont assez serrées. Là. Quand un joueur relativement courte. C'est une fois qu'on a passé l'heure d'explication, parce qu'on a 5 jeux différents. C'est quasiment plus long d'expliquer tous les rôles à tout le monde que justement de jouer la partie. Donc Vast, vraiment un super beau design, super jeu. Son problème justement c'est qu'on c'est pas un jeu qui va arriver sur la table souvent. Parce que évidemment c'est long à expliquer ça à des nouveaux joueurs, parce qu'il faut quand même connaître les autres rôles, qu'est-ce qu'ils veulent faire pendant la partie, parce que on a des interactions avec eux, fait que je peux pas juste lire mon rôle puis dire ok je vais jouer ma petite affaire, faut que tu prennes en compte ce qui se passe dans les autres rôles, mais si vous avez l'occasion de jouer à ça, c'est une expérience de jeu vraiment cool. Donc mon numéro 90, Vast de Crystal Caverns. Dans mon cas, mon numéro 90 c'est un jeu de recrutement de dés dans un univers fantastique dans lequel l'idée dans le fond est de créer un personnage et ça s'appelle Role Player. Dans le jeu Role Player, dans le fond, chaque joueur en début de la partie va se faire donner une race puis une classe. Ouais, une race puis une classe qui vont déterminer dans le fond d'un guide, là, qui vont déterminer des objectifs qu'il va avoir à atteindre pour la partie, avoir certains dés de telle couleur. On va aussi avoir un alignement, on va aussi avoir un background qui va avoir différentes cartes qui déterminent un peu comme en création d'un personnage dans un jeu comme Donjon Dragon. Puis ensuite, on va avoir certains dés qu'on va avoir au début de la partie pour commencer notre personnage. Puis après, à tous les tours de jeu, c'est relativement simple. On roule les dés, on les place dans un certain ordre au centre de la table pour que tout le monde y ait accès. Selon les dés qu'on recrute, on va gagner un petit peu d'argent qui viennent avec ça aussi. Puis on va placer un dé sur notre plateau. Puis ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'à chaque dé qu'on place, on va le placer dans les 6 attributs de base classiques des jeux fantastiques comme force, constitution, dextérité, intelligence. On va les placer notre dé là-dedans. Puis selon où on le place, ça va nous permettre de manipuler quelque chose sur le plateau. En plaçant un dé quelque part, ça va permettre de prendre un autre dé puis de le virer sur son pouvoir. Ça active des pouvoirs. En le plaçant à tel endroit, je ramasse de l'argent. En le plaçant à tel endroit, ça va me donner un rabais si j'achète une carte. Je peux relancer le dé, je peux augmenter le dé, diminuer. Modifier leur valeur. Fait que j'ai un contrôle, même une fois que mes dés sont placés sur mon plateau, j'ai un certain contrôle sur mes dés.
en sachant que, comme à Donjon Dragon, chaque caractéristique va avoir exactement 3D, donc chaque pouvoir va être activé un maximum de 3 fois au courant de la partie, dépendamment de mon placement initial. On rajoute à ça que je peux acheter des cartes d'équipement, je peux acheter des objets magiques, des trucs comme ça qui vont modifier mon personnage, puis qui vont modifier des fois la façon que je vais scorer des points à la fin de la partie. Chaque dé est d'une couleur particulière, fait qu'il est associé à une classe particulière, fait que je vais essayer d'aller chercher des bonnes valeurs, mais aussi des bonnes couleurs. J'ai une belle mécanique autour de tout ça. J'ai une belle. Le jeu est aussi très beau visuellement. Il y a le thème est très cool. Le thème est très cool si on a déjà joué à Donjon Dragon. Ouais. C'est vraiment le jeu qui précède n'importe quel autre dans la mesure où dans ce jeu, tu crées un personnage. C'est ça l'idée. À la fin de ton personnage, tu as tes 18 dés de placés, tu as tes valeurs dans chacune des statistiques, tu as tes objets magiques, tu as ton alignement, tu as ta classe, ta race. Fait que super le fun, role player, très beau jeu. Bon, je suis numéro 90. Mon numéro 89 est un jeu de cartes où des forces angéliques affrontent des forces démoniaques. Un jeu très obscur, à peu près impossible à trouver, dont pratiquement personne n'a entendu parler. C'est sûrement un Kickstarter. C'est un Kickstarter. Personne n'a vraiment entendu parler, sauf moi et d'autres personnes qui l'ont backé, qui l'ont supporté sur Kickstarter. Si je faisais une liste Kickstarter, ça serait un jeu qui serait beaucoup plus haut sur ma liste parce que j'ai un attachement. C'est le premier projet que j'ai supporté sur Kickstarter, j'ai un petit attachement sentimental à ce jeu-là. C'est un jeu qui n'existerait pas si ce n'était de Kickstarter. Et j'ai nommé Regnum Angelica. Regnum Angelica, c'est un jeu sur lequel on a un grand plateau. Puis on va jouer des cartes, dans le fond, initialement face cachée, mais éventuellement les cartes vont se révéler puis vont commencer à se déplacer. Ils représentent soit nos forces angéliques ou démoniaques qui se déplacent sur le plateau. Puis l'idée, c'est juste tout simplement de les rendre dans le royaume de l'autre côté. Fait qu'il faut les déplacer à travers du plateau. Dans une mécanique simple, mais quand même astucieuse, qui rappelle un peu quand les jeux reprennent la mécanique de roche-papier-ciseaux, un élément, le feu bat l'eau, qui bat la terre, qui bat le feu. Dans une mécanique de petit roche-papier-ciseaux comme ça, on peut attaquer les différentes forces qui sont sur le plateau selon l'angle dans lequel on attaque. Si on a le bon élément contre la défense qu'il y a de cet angle-là, on peut l'éliminer. Puis les anges vont valoir puis les démons aussi vont valoir un certain nombre de points. Si on réussit à les amener dans le royaume de l'autre côté, on réussit à scorer, à marquer le nombre de points qui est associé à l'ange ou au démon. C'est une belle mécanique, c'est simple, c'est fluide, ça prend 30 à 45 minutes, je joue une partie une fois qu'on est habitué. Puis en plus de ça, il y a une petite mécanique de gestion de main de carte où je ramasse du pouvoir sur le côté du plateau. Je peux utiliser mon pouvoir pour jeter des sorts puissants qui vont manipuler ce qui se passe sur le plateau. C'est un jeu qui est absolument magnifique encore aujourd'hui. C'est un des plus beaux jeux que je connais au niveau de l'art visuel que sur les cartes, là, du côté artistique du jeu. C'est un super beau jeu, malheureusement méconnu. Ils n'ont pas réussi à faire une sortie en magasin du jeu. Il était disponible juste sur Kickstarter, puis on peut le trouver des fois sur Amazon ou eBay. Si on réussit à le trouver, je le recommande quand même, si on peut l'avoir pas trop cher. C'est vraiment un super beau jeu, très bon jeu, malheureusement méconnu. Regnum Angelica, mon numéro 89. Mon numéro 89 était aussi dur à trouver jusqu'à tout récemment, parce qu'ils ont sorti une deuxième édition. Donc, c'est le jeu Colosseum. Moi, j'ai la première édition de Days of Wonder, moi aussi, juste ici. Donc, Colosseum, on est dans l'époque des Romains. On est un impresario au Colisée de Rome. Donc, on va organiser des spectacles de gladiateurs avec des animaux, des bateaux, des pièces d'or. Donc, on va avoir à ramasser, dans le fond, des jetons qui vont représenter ces différentes ressources-là qu'on veut mettre dans notre spectacle. Et il faut avoir préalablement acheté le spectacle qui nous demande certains éléments. Ce qui est très cool dans le jeu-là, c'est probablement la façon de scoring. Je la trouve vraiment originale. On n'a pas vu ça dans beaucoup de jeux. J'ai jamais vu ça, je pense. Moi, je l'ai revu récemment dans Castel, mais c'est quelque chose d'assez rare. En fait, c'est que ton meilleur spectacle, ça va être ton score. Fait que si je fais un spectacle de 30 points, mais le tour d'après, je fais un spectacle de 25 points, j'additionne pas mes points. Je reste encore à 30. Fait que c'est vraiment ton meilleur spectacle. Généralement, tu le fais dans le dernier tour parce que tu as accumulé des bonus, des trucs comme ça. C'est un jeu où on va avoir de la négociation, on va avoir un marché, des enchères. Donc on peut échanger des ressources avec les autres joueurs, négocier. On va avoir un marché, on va faire des enchères sur les différents marchés pour acheter les ressources. On a de la collection d'ensemble parce qu'on veut ramasser ce qu'il faut pour notre spectacle. On a des personnages qui se déplacent sur un plateau. On a l'empereur, on a les membres du Sénat. S'ils arrivent dans notre colisée pendant notre spectacle, ça nous donne un bonus. Ouais, si on a des majorités, celui qui a le plus de gladiateurs va faire le nombre de points pour le gladiateur. Celui qui a le plus mais il attire un... Il attire plus de gens parce que c'est lui qui a le meilleur gladiateur. Ouais, c'est ça, il attire une vedette. Oui, donc il attire plus de spectateurs vu qu'il y a une vedette parce qu'il y a une majorité dans un type de ressources qui est nécessaire pour le spectacle. Celui qui a le plus de bateaux, de gladiateurs, de lions, de trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup de mécaniques ensemble. C'est un jeu qui fonctionne vraiment bien. Pour un jeu 13 €, le thème est très fort, je trouve, dans ce jeu-là. Ce qui fait que
C'est le genre de jeu que j'ai le goût de rejouer beaucoup. Malheureusement, ce longtemps, je ne l'ai pas sorti, mais à chaque fois que je le vois et j'en parle, ça me donne le goût d'y jouer. Donc, c'est clair que c'est un jeu qui va rester dans ma collection. Cette édition-là est magnifique, encore une fois. Oui. Du Days of Wonder, mais c'est toujours des composantes très belles, le visuel aussi, un super insert pour ranger tout ça aussi. Donc, Colosseum, si vous n'avez pas eu la chance d'y jouer, allez-y si vous connaissez quelqu'un qui l'a. Sinon, la deuxième édition est sortie par TMG. Je la trouve un peu moins belle, mais ça fait que vous pouvez quand même jouer au jeu un petit peu. Ouais. Il y avait un côté plus éclatant dans les couleurs de la première édition. Donc, c'est mon numéro 89, Colosseum. Mon numéro 88, c'est le jeu Roll for the Galaxy. Un jeu que tu m'as montré, qu'on a joué plusieurs fois chez toi. Donc, j'ai pas joué à Race for the Galaxy, fait que je peux pas les comparer. Là, mais Roll for the Galaxy, ce que j'aime beaucoup dans le jeu-là, c'est la gestion des actions. Le fait que chaque joueur va choisir une action, puis on va faire juste ces actions-là. Fait que tu peux essayer d'anticiper ce que les autres veulent faire, puis dire, ok, je vais laisser ce joueur-là activer telle action, moi je vais essayer d'activer elle. Mais là, si ça marche pas, là, ton tour, ça ne fonctionne pas super bien. On va essayer de construire une espèce d'empire galactique avec des tuiles. On a une espèce de deck building de dés un peu. Ouais, c'est un dice building. Un dice building, donc on va se builder un pool de dés qu'on va piocher dans une espèce de petit pot, un certain nombre de dés à chaque tour qu'on va pouvoir utiliser pour faire les différentes actions, activer les actions et les faire. Donc c'est vraiment cool comme mécanique de jeu. Super le fun. Est-ce que tu as joué à Race aussi? Oui, j'ai joué aux deux. Lequel tu préfères? J'en parlerai plus tard. Oh! Donc, un jeu qui risque de revenir. Donc, mon numéro 88, Roll for the Galaxy. Dans mon cas, mon numéro 88 est officiellement le premier croisement qui est entre nos deux listes. C'est un jeu de survie dans un monde post-apocalyptique que nous choisissons dans quel apocalypse nous voulons vivre. C'est un jeu que nous avons eu une drôle d'expérience à Gen Con. C'est Maximum Apocalypse. David en a parlé dans le segment juste précédent. Maximum Apocalypse, c'est un jeu où on va se déplacer sur un plateau de façon collaborative. On a une mission qui a été fixée en début de partie. Fait que chaque partie va être différente. On ne vise pas nécessairement les mêmes choses. On explore, on joue des cartes. Chaque personnage a un deck de cartes unique. On avait déjà nommé qu'il y a un sentiment Sentinel of the Multiverse, mais avec un plateau puis un petit peu plus simple là, au niveau de sa gestion. On a rencontré l'auteur aussi à Gen Con. On a rencontré l'auteur, super sympathique, il était fatigué en fin de journée, mais super sympathique. Puis, donc, on en a déjà parlé pas mal, je ne reviendrai pas énormément, mais juste souligner les deux choses que je trouve le plus agréable, c'est que c'est un jeu que tu choisis quel apocalypse tu affrontes, donc les parties vont être vraiment différentes selon si tu affrontes des robots, des zombies, des vampires, ce qu'on a essayé à Gen Con, ou des mutants étranges, ou des extraterrestres qui envahissent le monde. Tu n'as pas la même expérience, il y a un niveau de difficulté, les aliens seront beaucoup plus difficiles que les zombies à affronter. Puis, doublé à ça, que chaque joueur a un deck de cartes qui est vraiment unique, qui donne un set d'actions vraiment unique pour lui, un ensemble d'actions vraiment unique pour lui ou pour elle. Ça fait des expériences de jeu très différentes les unes et les autres. J'ai joué quand même pas mal pour un jeu que j'ai reçu juste dans la dernière année, puis ça a toujours été agréable, tout le monde avec qui j'ai joué a toujours beaucoup aimé. Maximum Apocalypse, très bon choix, premier croisement, mon numéro 88. Mon numéro 87 est un jeu de gestion de cartes et de ressources qui commence avec un recrutement de cartes assez intéressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti, ça va vraiment me donner le goût de rejouer. Ça s'appelle Seasons. Dans Seasons, on a des magiciens qui essayent de devenir une espèce de prochain magicien élu pour gérer le royaume. Je ne me rappelle plus exactement la thématique. Il y a un thème dans le jeu. Ouais, c'est ça. Il est relativement absent. Mais au début du jeu, on va faire un recrutement de cartes. Il y a une façon de jouer avec des decks de cartes préétablis si on joue avec des gens qui n'ont jamais joué. Mais sinon, normalement, on fait un recrutement de cartes sur 9 cartes, puis ça va être les 9 cartes qu'on va avoir pour la partie. Il y a certaines mécaniques qui nous permettent de repiger des cartes, mais de façon générale, c'est les cartes qu'on a pour la partie. Le jeu ensuite se divise en 3 segments, fait que dès le début du jeu, il faut décider lesquelles dans ces 9 cartes-là qu'on va jouer aux 3 premiers rounds, lesquelles on va jouer dans les rounds 4 à 6, puis lesquelles on va jouer dans les rounds 7 à 9. Ça, c'est super particulier. C'est dur dans le premier game, ça, de visualiser, visualiser, ok, cette carte-là, je suis mieux de la mettre au deuxième round. Si dans mes 9 cartes de départ, j'en ai une qui coûte super cher et qui donne un gros bonus à jouer, je vais dire, ok, ça, je vais la jouer dans le dernier tiers du jeu. Puis une petite carte qui me permet de bâtir mon engin de création de ressources, ok, ça, je vais la jouer au premier tour. Il y a cette partie-là qui est vraiment spéciale où il faut planifier. Avant que le premier tour se joue, il faut avoir une certaine planification de toute la game jusqu'au dernier tour de jeu. Puis étonnamment, c'est pas si difficile que ça une fois qu'on a joué une couple de parties. Puis ensuite, la mécanique elle-même, c'est qu'on lance des dés selon la saison dans laquelle on se trouve. Fait qu'il y a des gros dés faits custom qui sont super beaux, super bien faits. On lance un paquet de dés selon la saison qu'on se trouve, des dés rouges pour l'été, jaunes pour l'automne, puis
couleurs, le printemps, le bleu, l'hiver. Puis les dés vont donner des ressources, puis ensuite on recrute ces dés-là. Moi j'en prends un, l'autre, les joueurs en prennent un. Le dé qui n'est pas pris s'en va sur la saison, puis il fait progresser le temps autour d'une track de saison. Puis le dé que je vais avoir va me donner des manas que je vais utiliser pour jouer des cartes qui sont des sortilèges, va me donner des ressources que je vais ramasser, va me permettre de piger des cartes, des trucs comme ça. Fait qu'il y a une mécanique de recrutement de dés, mécanique de recrutement de cartes, gestion de main de cartes. C'est un engine building aussi un peu. C'est un petit engine building parce que les cartes que je vais jouer vont me permettre d'accumuler plus de ressources, faire des combos. vont me donner des combos entre elles, vont me permettre de scorer des points de différentes façons à la fin de la partie. C'est un jeu super intéressant, il est aussi très très beau là, au niveau de l'esthétique des cartes, le matériel est de haute qualité, l'insert de haute qualité aussi à l'intérieur. J'ai pas mal toutes les expansions qui existent pour ce jeu-là. Je pense pas qu'ils vont en faire d'autres. C'est quand même un vieux jeu. Ça fait plusieurs années qu'il est sorti. Mais c'est un très bon jeu de cartes, Seasons. Puis pour ceux que la partie recrutement en début de partie, un jeu que j'ai jamais joué, fait peur, il y a dans le livre d'instruction une mise en place pour des joueurs qui n'ont jamais joué. Toi, prends ce paquet de cartes-là, toi, prends ce paquet de cartes-là, puis on peut commencer avec ça les premières fois. C'est plus simple. Fait. Quand même accessible comme jeu, super intéressant. Seasons, 87. Mon numéro 87, c'est un... Je pense que c'est devenu un classique du jeu moderne. Là. C'est Pandémie. Okay, ouais. Fallait que je fasse une place à quelque part dans le top 100 pour Pandémie. C'est le jeu qui a popularisé le jeu coop en tant que tel. C'est pas le premier, mais c'est probablement le plus connu, le plus populaire aujourd'hui. Pandémie, un jeu où on va essayer d'éradiquer des virus qui se déploient sur le plateau représenté par des cubes. Il faut essayer de contenir les virus pour pas qu'il y en ait trop à la même place, sinon il va y avoir une éclosion. Puis s'il y a trop d'éclosion, on va perdre la partie. C'est un jeu où on va gérer notre main de carte, essayer de ramasser 5 cartes dans une couleur pour aller faire un remède justement, pour essayer de gagner la partie. Donc le Pandémie classique va toujours rester un des jeux que j'ai joué le plus dans le début des années 2000, quand il est sorti, c'est 2007, je pense, 2007. Ils sortent le 10e anniversaire bientôt, c'est une espèce de grosse mallette, en tout cas, ça a l'air d'une super belle édition qui vont sortir là. Donc, bel hommage à un jeu justement qui a réussi à populariser le style, le jeu coop. Donc, Pandémie, je pense que ça reste un classique pour si vous avez des gens qui s'intéressent aux jeux de société qui commencent. Pandémie, je pense que c'est une valeur sûre à leur suggérer. Donc, c'est mon numéro 87, Pandémie. Mon numéro 86, c'est un jeu qui se joue majoritairement solo, mais comme je joue pas vraiment des jeux solo, je joue à deux, parce qu'il y a une variante pour jouer à deux. C'est One Deck Dungeon, donc un jeu de dés principalement, où on va incarner un aventurier qui doit passer au travers d'un donjon qui est fait de cartes, un deck de cartes évidemment, comme le titre le dit, et on va affronter un gros boss à la fin du donjon, donc on va avoir une seule difficulté sur les cartes, des défis. On va devoir avoir tel dé de telle couleur, de tel seuil qu'on doit obtenir pour vaincre l'épreuve. Donc chaque personnage va avoir ses propres dés, on va lancer les dés, après ça on va assigner les dés sur les différents seuils de difficulté sur les cartes pour essayer de les vaincre. On vainc automatiquement les cartes, c'est juste que dans le fond, en plaçant nos dés, c'est qu'on enlève tous les effets négatifs des cartes. Fait que si on réussit à faire la carte au complet, on la réussit, mais on n'a aucun effet négatif. Mais s'il y a des cases que je ne réussis pas à faire, là, on va perdre des points de vie, on va défausser des cartes du deck, quoi que ce soit, il va y avoir des effets négatifs qui vont arriver. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'à chaque fois qu'on réussit à battre une carte, on va gagner la carte. Et là, on va choisir où on la place. On peut la placer pour améliorer un attribut de notre personnage. Donc, on va avoir un dé de plus. On peut donner une habilité spéciale à notre personnage. On peut prendre cette carte-là puis faire de l'expérience avec pour monter de niveau. Quand on monte de niveau, on a accès à plus d'habiletés. On a des bonus aussi qui va arriver en jeu quand on va monter de niveau. Et on peut aussi prendre la carte pour gagner des potions qu'on peut utiliser pour faire différents effets. Fait que le fait d'upgrader comme on veut, d'améliorer comme on veut avec les cartes qu'on tue, donc c'est vraiment cool. Le deck, évidemment, plus la partie avance, moins il est grand, parce qu'à chaque étage, on va rebrasser le deck. Mais là, les cartes qu'on a gagnées, qu'on a battues, on les rebrasse pas dedans. Ouais. On les rebrasse pas dedans parce qu'on les a gagnées en amélioration. Fait que là, les autres étages, on a moins de cartes, on a moins de temps pour se construire, pour se builder, pour arriver au boss. Vraiment cool à jouer en coop à deux, donc c'est très cool comme petit jeu de dés. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de chance parce que ça reste un jeu de dés, mais on peut avoir des habiletés pour justement moduler un petit peu la chance, avoir des relances ou convertir des dés en d'autres choses avec nos différentes habiletés. Donc vraiment cool, One Deck Dungeon, un jeu qui se place rapidement, qui se joue bien aussi. Je vous conseille de regarder ça, puis si vous êtes des amateurs de jeux solo,
Il joue solo aussi. Il joue très bien en solo, donc c'est mon numéro 86, One Deck Dungeon. Dans mon cas, mon numéro 86, en termes de mise en place de longueur et de complexité, c'est à vrai l'opposé de ce que David vient de nommer. C'est un jeu de Fantasy Flight Games, qui est un jeu basé sur une licence extrêmement populaire à l'époque où c'est sorti, qui est basé sur un jeu vidéo, et ça s'appelle Gears of War. Gears of War est un dungeon crawler coopératif dans lequel les joueurs vont repasser principalement à travers les événements du premier jeu vidéo, surtout, puis avec une petite extension de paquet de cartes à travers les événements du deuxième jeu vidéo. Le troisième n'a pas été couvert. Le jeu n'avait pas eu assez de succès pour qu'il continue à sortir des extensions. Mais c'est un dungeon crawler très intéressant. Puis pour l'apprécier, il faut avoir par contre apprécié les jeux vidéo, parce que là, ils reproduisent extrêmement bien le sentiment qu'il y a dans les jeux vidéo. On se promène dans des corridors étroits, on va se mettre à couvert derrière des tables, des affaires renversées, des fusillades à tour de bras quand on n'a plus de munitions, on ramasse les munitions sur les ennemis qu'on a réussi à éliminer, on peut remplacer notre arme en ramassant le lance-flamme, les grenades, les trucs qui traînent à terre. C'est un jeu qui est coopératif, donc on va s'aider. Quand un allié tombe, il y a la même mécanique que dans le jeu vidéo, on peut aller le traîner à terre puis l'aider à se relever pour pouvoir continuer le combat. Puis l'aspect le plus intéressant du jeu, selon moi, c'est la gestion des actions dans le tour de jeu, où on a une main de carte à jouer, puis notre main de carte est à la fois les actions qu'on peut faire pour le tour et le nombre de points de vie qu'on a. Ça, je trouve, c'est une super belle mécanique, parce que là, il y a une petite prise de risque. Si je joue trop de cartes action, parce qu'on en replie juste 2 par round, si ma mémoire est bonne, si je joue trop de cartes action, puis j'en ai juste une ou deux qui me restent en main, ben, les ennemis, quand ils vont me tirer dessus, ces 2 cartes-là qui me restent, ce sont mes 2 points de vie que j'ai. C'est comme ça que je peux être mis hors de combat pendant la partie. Fait que c'est une belle mécanique de jeu, puis comme tous les jeux de Fantasy Flight, surtout ceux qui sont basés sur des figurines, c'est un jeu très beau. Là, le Berserker, là, il est absolument gigantesque. Là, comme ça, il est super bien détaillé. C'est un jeu super beau, des belles composantes, puis qui représente bien le jeu. Par contre, si on n'est pas un fan de la licence du jeu, probablement qu'on ne trouvera pas le jeu si original et intéressant que ça. Mais pour ceux qui ont aimé le jeu vidéo, c'est un super beau jeu. Gears of War, mon numéro 86. Mon numéro 85 est encore une fois un deck building, mais celui-là a la particularité que le nombre de cartes que tu possèdes dans ton deck ne change pas de la partie. Tu commences avec 20 cartes, tu finis avec 20 cartes. Là où le jeu est original, c'est que la façon dont tu vas construire ton deck, c'est pas en achetant des nouvelles cartes, c'est en achetant des améliorations que tu vas mettre dans des sleeves sur tes cartes. Le jeu s'appelle Mystic Vale. Dans le jeu Mystic Vale, la thématique faisant absente du jeu, c'est qu'on est des druides qui essaient de purifier. On est des druides qui, je pense, essaient de purifier le territoire en faisant je sais pas quoi. Fait que donc la thématique n'est pas là du tout, mais la mécanique, c'est qu'on a un paquet de cartes qui ont un format pratiquement tarot. C'est des grosses cartes avec des grosses sleeves de bonne qualité. Puis on va tourner des cartes. Il y a une petite partie prise de risque où on peut essayer d'en tourner une de plus pour aller chercher une ressource de plus, mais ça se peut que ça gâche complètement notre tour puis qu'on saute un tour de jeu complètement. Fait qu'il y a une petite partie prise de risque qui est relativement bien intégrée. Ouais, c'est bien intégré, ouais. Mais là où le jeu brille, c'est que vraiment les cartes qu'on va acheter, c'est des tiers de cartes, en fait, des espèces de plastique transparent qui a un des tiers de la carte, là, ça, la ligne du haut, la ligne centrale, la ligne du bas, qui a un pouvoir d'écriture avec des ressources, des pouvoirs spéciaux comme tous les deck building. Puis à la fin de son tour, il faut mettre ces cartes-là à l'intérieur des sleeves des cartes que nous on a dans notre deck. Fait que l'idée est que la prochaine fois que je vais brasser mon deck puis je vais recommencer à les piger, ben la même carte va commencer à avoir des nouvelles habiletés dessus. Puis il faut bien choisir, parce que si j'ai recouvert le haut d'une de mes cartes, je peux plus jamais rien mettre qui va aller dans le haut. Il y a des effets de combo qui peuvent se créer. Je peux avoir une carte qui dit chaque telle icône qu'il y a sur ta carte te rapporte un point de victoire, puis j'ai réussi à les mettre 3 autres icônes sur la même carte. Fait que cette carte-là, quand je la tourne, elle me donne 3 points de victoire. Fait que cette mécanique-là est super intéressante. Puis une fois qu'on est habitué, le jeu est relativement rapide, puis il y a une belle rejouabilité parce qu'on ne place pas toutes les améliorations qu'on peut avoir qui sont dans la boîte, ils ne sont pas disponibles dans une partie, fait que d'une partie à l'autre, on va y retourner. La première extension n'est pas très bonne en toute honnêteté parce qu'elle fait juste rajouter more the same, qu'ils disent en anglais, ils font juste rajouter des mêmes choses mais en plus grande quantité. Pas de nouvelles règles. Pas de nouvelles règles, rien. À partir de la deuxième extension, on commence à avoir des choses intéressantes. Fait que si on aime le jeu et on veut se lancer, je sauterai à la première extension, ce que j'ai malheureusement pas fait. Mais à la deuxième extension, on a des personnages, on a d'autres mécaniques qui rendent le jeu encore plus intéressant. Mais c'est un très beau deck building, c'est un bon deck building d'introduction aussi parce qu'il n'est pas très compliqué. Il se joue bien aussi, il se joue relativement bien, relativement vite plutôt, il s'explique bien, il prend pas énormément de place à la table, c'est un beau petit jeu. Mystic Vale, mon numéro 85. Mon numéro 85, c'est un jeu qui a un jeu de gestion de ressources, mais qui a un aspect narratif. C'est le jeu Above and Below.
Donc à Bob and Below, on va avoir notre petit village qui est représenté par des cartes. Donc on a un aspect tableau building où on va pouvoir acheter des nouveaux bâtiments, les racheter dans notre village. Les bâtiments peuvent nous donner des petits bonus. On va essayer de gagner des ressources aussi qui vont donner des points à la fin de la partie. Et l'aspect narratif du jeu va, quand on va lancer nos aventuriers à l'aventure dans le Below. Là. Espèce de les souterrains là, où il y a plein de choses qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Donc on va à ce moment-là, on va aller piocher une carte et on va lancer les dés. Et selon les résultats du dé, sur la carte, on va regarder, puis ça va nous dire, va au paragraphe 72. Puis là, l'autre joueur va nous lire le paragraphe 72. Fait que tu t'en vas t'aventurer dans les souterrains, tu trouves un campement, il n'y a pas l'air d'avoir personne. Qu'est-ce que tu fais? T'essayes-tu de trouver à qui appartient le campement ou tu voles le campement? C'est l'aspect dont vous êtes les héros. Là. Donc, tu as une espèce de choix à faire. Puis là, tu peux avoir un jet à faire aussi pour réussir l'épreuve. Donc, si tu choisis tel choix, la difficulté, ben, c'est telle habileté avec tel seuil de difficulté. L'autre choix, c'est ça. Fait que, souvent, tu ne prendras pas nécessairement le choix le plus narratif que tu voudrais prendre. Tu vas prendre le choix que tu as le plus de chances de réussir selon les personnages que tu as envoyés en mission. Mais ça fait des résultats qui sont drôles, intéressants. Ok, tu fais tel choix, là, après ça, tu fais ton jet, puis après ça, on lit la réponse, qu'est-ce qui arrive. Puis ça va te donner des ressources, de la réputation, ça peut donner des alliés dans certains cas. Donc ça rajoute un petit aspect le fun au jeu d'avoir cet aspect-là narratif un peu dont vous êtes les héros, comme tu dis. Mais sinon, ça reste quand même un bon jeu en dehors de ça. La gestion de notre tableau, de notre ville, la façon de ramasser les ressources pour faire les points, tout ça. Donc, ça reste un jeu qui est intéressant. Donc, c'est mon numéro 85, Above and Below. Pour mon numéro 84, c'est un jeu que tu as déjà nommé dans ce segment en plus. Donc, c'est le jeu Role Player. Donc, le jeu où on construit notre personnage de Donjon Dragon, un jeu de recrutement de dés. Et ce que je trouve vraiment cool avec Role Player, c'est qu'ils ont sorti une extension cette année. Oui. Et je ne suis pas un grand fan d'extensions généralement. J'en achète pas beaucoup. Des fois, j'en achète, je me dis, je vais acheter l'extension, puis finalement, je ne joue même pas avec. Fait que, j'en achète de moins en moins des extensions. Mais celle-là, je l'avais même acheté sur Kickstarter. Donc, j'avais supporté sur Kickstarter. J'ai même acheté les sous en métal, en tout cas. Bref, donc l'extension rajoute des monstres. Donc, c'est Minion and Monster. On peut avoir l'option de combattre des monstres pendant le jeu. Au lieu d'aller au marché, je peux aller combattre un monstre. Les monstres vont donner de l'expérience. Avec de l'expérience, tu peux redéclencher les pouvoirs de tes attributs. Ça donne plus de latitude pour plus manipuler les dés, effectivement. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois que je vais gagner des trophées, je vais pouvoir aller regarder une des 3 faiblesses du boss final. Fait que je vais pouvoir un peu construire mon personnage pour que c'est efficace sur le boss final. Parce que plus j'ai de dés de combat contre le boss final, plus je vais faire de points. À la fin de la partie. Donc le boss final, tout le monde l'affronte à la fin de la partie. Et plus tu as haut avec ton résultat, plus tu fais de points. Fait que je trouve que ça complète la boucle aussi de... Tu fais un personnage, il va aller affronter un boss. Thématiquement, ça fait beaucoup de sens que juste tu fais ton personnage, la partie est finie, puis t'es comme, là, je voulais qu'il fasse de quoi, mon personnage. Fait que c'est vraiment bien ce que ça rajoute. Je pense que je ne rejouerai plus sans l'extension. Okay. Donc, vraiment, cette extension-là a rehaussé le jeu d'un cran pour moi. Donc, Role Player, un excellent jeu. C'est mon numéro 84. Dans mon cas, le numéro 84 est un jeu de cartes coopératif où on doit survivre à 3 rounds successives d'attaque sur un village. C'est basé sur un de mes films préférés de tous les temps, Les 7 Samouraïs. Le jeu s'appelle Samurai Spirit. Dans ce jeu-là, comme j'ai dit, chaque joueur va incarner un samouraï. On peut jouer jusqu'à 7, évidemment. Puis étrangement, malgré les mécaniques du jeu, plus on est de joueurs, plus le jeu est le fun. Il est un peu plus long, évidemment, si on est plus de joueurs, mais le jeu est vraiment plus le fun. Et chaque samouraï va avoir un pouvoir particulier qui va être généralement qui va tourner autour de la manipulation des cartes qui va se faire donner. Puis le jeu, la façon qu'il va jouer, simplement, c'est qu'on va se faire donner une carte au début d'un tour de jeu, puis on va décider si cette carte-là, si on s'y protège ou si on l'affronte. Si on s'y protège, ça devient une mécanique d'assemblage d'icônes les uns avec les autres. Fait qu'on a 3 icônes qu'il faut aller chercher pendant un round de jeu. Il faut que chaque samouraï réussisse à aller chercher chacun de ces icônes-là au moins une fois. On peut le mettre de ce côté-là, mais une fois qu'on couvre l'icône, on ne peut plus jouer d'autres cartes sur cette icône-là. On est obligé. Il y a un petit aspect de prise de risque. Fait que plus tôt dans le round, si la première carte que je tourne, elle a l'icône de maison dont j'ai besoin, puis je la place là, ben pour le reste de tout ce round-là, qui est 7 cartes par joueur, fait que si on joue à 7, c'est 50 cartes à dealer. Pour le reste de ce round-là, je ne pourrai plus aller placer de cartes vis-à-vis de cette icône-là.
Et toutes les autres cartes que je ne pourrais plus mettre à la gauche de mon plateau, il va falloir que je les mette à ma droite. Puis là, la mécanique, c'est du blackjack, tout simplement. Fait que tous les bandits qui viennent attaquer le village ont une valeur numérique. Je vais les placer, puis je vais les additionner ensemble. Puis chaque samouraï a un seuil qu'il ne doit pas franchir. Il y a un seuil de bandits qu'il peut affronter. Un samouraï va avoir 10, l'autre c'est 11, l'autre c'est 8. Et si le seuil est dépassé, j'ai déjà 8 sur une possibilité de 10, puis je tourne un bandit de 4, puis je peux pas le mettre parce que j'ai déjà couvert mon compte de maison de l'autre côté. Ben, je dépasse mon seuil, fait que moi je suis hors du round. Il y a des bandits qui réussissent à rentrer dans le village, ça va briser des barricades, brûler des maisons, des trucs comme ça. Puis les autres samouraïs, il faut qu'ils s'arrangent avec le reste du paquet de 54 que j'ai nommé tantôt, sans moi, fait qu'ils vont tous avoir négocié avec plus de bandits. Mais à la blackjack, si je réussis à frapper exactement le nombre que mon samouraï a, son seuil, j'avais dit 10 dans mon exemple, si j'avais tourné un bandit 2 plutôt que 4, puis j'arrive exactement à 10, ben là je déclenche un super pouvoir que chaque samouraï a. Fait qu'il y a une gestion de prise de risque super intéressante. Puis les pouvoirs sont vraiment faits pour collaborer, pour que les samouraïs collaborent entre eux. Il y a un pouvoir qui est le samouraï, si le joueur à sa gauche ou à sa droite. L'aspect coopératif est vraiment cool. C'est super intéressant parce que si je peux avoir un pouvoir que les joueurs qui sont à ma gauche et à ma droite, s'ils tournent une carte paire, je peux jouer sur cette carte-là. Puis l'autre joueur, c'est si les joueurs qui sont à sa gauche à droite, une carte impaire. Il y a un autre joueur qui permet de prêter son pouvoir à un autre joueur. Des trucs comme ça. Fait qu'ils ont tous un aspect coopératif très beau. Puis il peut y avoir un effet de combo assez puissant entre les joueurs que les pouvoirs se mettent à se déclencher les uns avec les autres. Fait que super beau jeu, c'est un jeu quand même assez rapide aussi, moins d'1 heure à jouer à 7, j'ai essayé une fois, puis ça a pris 1 heure à 7, t'as tous des joueurs qui avaient déjà joué par contre. Fait que c'est capable d'être rapide, c'est le fun, super beau. On survit à 3 rounds comme ça, puis s'il reste quelqu'un dans le village encore, on a gagné la game, sinon on l'a perdu. Mais à quel prix? Donc très beau jeu, Samurai Spirit, mon numéro 84. Mon numéro 83 est un jeu qui, je suis sûr, nous entendrons parler plus tard. C'est un jeu de cartes aussi, qui est de la même compagnie que ceux qui ont fait Mystic Vale. Ils ont repris la même mécanique et l'ont poussé un peu plus loin. Quelque chose de similaire, ils l'ont poussé un peu plus loin. Ça s'appelle Custom Heroes. Dans le jeu Custom Heroes, dans le fond, c'est le jeu le trou de cul. Donc, quand on connaît la mécanique, c'est un jeu de levée. Fait que si on joue une paire de 3, il faut que tout le monde joue mieux qu'une paire de 3. Puis celui qui a joué, on peut jouer égal, par exemple. Ouais, on peut jouer égal dans celui-là. Il y a des petites mécaniques qui changent là, par rapport au trou de cul, mais à 90%, les mécaniques de base, c'est la même chose. Puis celui qui a joué la paire la plus forte dans cette levée-là met les cartes de côté. Puis c'est lui qui décide la prochaine levée si on va jouer des cartes simples, des paires, des triples, des quadruples, ainsi de suite. Dans celui-là, ça peut être des quintuples, des sextuples. La différence, c'est que comme Mystic Vale tantôt, selon la position qu'on a eue dans une levée, on va gagner des points de pouvoir, on va gagner des cartes, des modificateurs de cartes particuliers. Et toutes les cartes du jeu sont slivées, sont dans des petits sleeves, des petits transparents plastiques. Et avec les petits pouvoirs qu'on a derrière un petit écran, là, que personne ne sait qu'est-ce qu'on a, on peut aller mettre des modificateurs à l'intérieur des cartes. Fait que je peux avoir 2-8 dans ma main, puis le joueur avant moi, il a joué un triple 7, fait que j'ai rien à faire. Mais par contre, j'ai un 6 puis un plus 2 qui traîne. Fait que je vais prendre mon 6, je vais mettre le plus 2 dessus. Fait que pour le reste de la partie, mon 6 est devenu un 8. Fait que je suis capable de jouer mon triple 8, puis de continuer la round. Puis là où le jeu a toute sa beauté, c'est que mon 6 plus 2 que j'ai modifié, c'est pas nécessairement moi qui va l'avoir la prochaine fois. À la fin de la manche, comme au trou de cul, on prend toutes les cartes, on les brasse, puis on les redistribue de façon égale entre les joueurs. Fait que si j'ai joué une carte super forte, qui à elle tout seul est un double 10 ou une carte Joker qui bat n'importe quoi sur la table parce que j'ai mis un pouvoir particulier sur cette carte-là, ben, ça veut pas dire que c'est moi qui repige au prochain tour. Elle ne m'appartient plus une fois que je l'ai jouée. Fait que donc, mécanique du trou de cul, mais qu'on peut modifier ses cartes pour personnaliser son deck pour un gamer au Québec que nous connaissons tous le trou de cul. C'est un jeu super facile à apprendre. Très beau, le visuel est un peu manga japonais. Là. Fait qu'il est très bien réussi. C'est simple, ça s'apprend bien, surtout pour nous. Donc, Custom Heroes, mon numéro 83. Ouais, très bon choix. Ça se pourrait qu'on en reparle plus tard. Moi, en 83e position, c'est un jeu de party qui s'appelle When I Dream. Okay, ouais. Donc, c'est un jeu où on va avoir un joueur qui aura les yeux bandés, il va avoir une espèce de petit masque de nuit devant les yeux. Et après ça, les autres joueurs vont recevoir un rôle caché. Donc, on va avoir des fées, des croque-mitaines. Et selon ton rôle caché, tu vas vouloir que la personne qui rêve devine ou pas les mots, donc se trompe ou pas dans ses réponses. Et dans le fond, c'est qu'on va revirer une carte que la personne ne voit pas parce qu'elle a les yeux bandés. Et la carte, c'est tout simplement un objet. Et après ça, à tour de rôle, les joueurs vont donner un mot comme indice. Et ça va rouler comme ça. Là. Les joueurs vont donner des indices à tour de rôle non-stop jusqu'à temps que la personne donne une réponse. Si elle donne une bonne réponse, on va la mettre dans la pile des bonnes réponses, sinon dans la pile des mauvaises réponses. Et elle va essayer de passer le plus de cartes comme ça en 2 minutes.
Et après ça, ben, selon vos rôles, si vous étiez des fées, ben là, vous allez faire des points selon les bonnes réponses. Les croque-mitaines vont faire des points avec les mauvaises réponses. Puis on a les marchands de sable qui essaient d'avoir un équilibre entre les deux. C'est spécial comme jeu. C'est totalement déroutant d'être le rêveur qui a les yeux bandés. Ouais, Puis d'écouter les indices des autres. Il faut imaginer qu'on peut jouer par exemple à 7, puis là il y en a 3 qui me donnent des bons indices, puis 2 qui me donnent des mauvais indices. Fait que là, il faut que j'essaie de faire le ménage entre pourquoi lui, il y en a un qui me nomme de quoi qui n'a pas rapport avec ce que l'autre m'a nommé, c'est qui a raison entre les deux. Et j'ai droit à une chance. Une fois que moi je donne la réponse, quand c'est moi qui ai les yeux bandés, une fois que je dis je pense qu'on parle d'une assiette, une fois que je donne ce mot-là, ben, que je l'ai ou que je l'ai, on passe. On passe à la prochaine carte. Puis ce qui est spécial, c'est quelqu'un qui donne une mauvaise réponse, ben, peut-être que l'autre tour, il va te donner une bonne réponse parce qu'il essaie d'avoir un équilibre. Fait que tu peux pas trop te fier sur ce qui se quoi. passe dans ta tête quand tu es le rêveur, c'est assez spécial. Mais comme si tu rêvais. Ouais, c'est très particulier comme expérience. C'est très amusant comme jeu de party, très le fun. Donc, c'est mon numéro 83, When I Dream. Mon numéro 82, j'ai choisi un jeu à thématique scientifique. Okay. C'est le jeu Photosynthesis. Donc, un jeu où on va faire pousser des arbres par la photosynthèse. On va essayer de placer nos arbres sur le plateau de façon à ce qu'ils reçoivent le plus de soleil pour nous donner le plus de ressources. Qui bloquent un peu les autres. Qui nous permettent de faire le plus de points. Nos arbres vont faire de l'ombre aussi. Dépendant de la position du soleil, ils vont faire de l'ombre aux autres arbres. On peut faire même de l'ombre à nos propres arbres, évidemment, parce que le soleil fait le tour du plateau. Donc, l'ombre n'arrivera pas dans la même direction à chacun des tours. Donc, c'est assez spécial comme jeu, assez particulier. Le jeu a un super visuel, donc le matériel, les beaux petits arbres en 3D, tout ça, quand tout est monté sur le plateau, c'est vraiment magnifique. C'est un jeu très stratégique, c'est vraiment une partie d'échecs. À chaque fois que je veux positionner quelque chose à un tel endroit, ben, il y a une raison à ça. Donc, quand on joue à deux, c'est vraiment une partie d'échecs, si on veut. À plusieurs, bien évidemment, c'est un peu plus dur à gérer, à prévoir. Bon, c'est sûr qu'on se fait bloquer un peu partout de temps en temps. Mais j'ai trouvé la mécanique vraiment intéressante, le thème vraiment cool, l'esthétique du jeu. Donc, pour moi, j'ai vraiment adoré Photosynthesis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trippé tant sur le concept, qui disent « c'est ridicule de tuer nos arbres à la fin, puis de faire des points, quoi que ce soit. » Mais c'est ça, ça fait partie du jeu de trouver la bonne combine aussi, le bon moment de tuer ces arbres quand c'est le temps. Parce que si j'ai un arbre qui est à maturité, ben, si je le tue tout de suite, ben, je vais faire des points, mais après ça, je vais avoir de la misère à faire beaucoup de ressources. Il faut que je réussisse à générer assez de ressources pour être capable d'enlever un gros arbre du plateau et d'essayer de le remettre le plus vite possible. Fait qu'il y a vraiment une belle stratégie à l'intérieur du jeu. Donc, mon numéro 82, Photosynthesis. Dans mon cas, mon numéro 82 est étonnamment un deck building coopératif. Celui-là a la particularité d'avoir un plateau. Il y a beaucoup de ressources à gérer dans ce jeu-là. On a de la magie, on a notre ressource de combat, on a notre ressource d'achat à l'intérieur du jeu. Il y a certaines ressources qui sont partagées de façon collective et certaines ressources que je contrôle juste moi. Et le jeu s'appelle Shadow Rift. Dans Shadow Rift, on est des aventuriers qui protègent une ville qui se fait attaquer par un groupe de monstres. À chaque partie, on va choisir un groupe de monstres différents. Il va y avoir des nécromanciens, des elfes noirs, des trucs comme ça, des démons, le dragon et ses troupes. Fait que ça va faire un bon changement dans la partie. C'est un jeu qui est à marché fixe. Fait qu'à la Dominium, au début de la partie, on choisit quelles cartes ils vont être disponibles pour le marché pour cette partie-là. Mais sa grosse particularité, c'est qu'il y a un deuxième deck, qui est le deck de villageois, qui est partagé par tout le monde. Fait que sur le plateau, il y a les villageois, puis à tous les tours de jeu, on va tourner quelques villageois qui vont nous aider pour ce tour-là. Puis n'importe quel joueur peut aider les villageois, peut utiliser les villageois comme si c'était une carte de son deck, fait qu'on peut se les prêter, puis ils vont aller dans la défausse commune du deck de villageois, puis il y a une des ressources, une des cartes qu'on peut acheter qui sont des nouveaux villageois. Fait qu'à tous les jours, à tous les tours, il y a 2 villageois qui sont offerts, puis les autres sont offerts de façon aléatoire, fait que ça va changer d'une partie à l'autre. Puis à tous les tours, on peut acheter un de ces villageois-là en utilisant des ressources collectives, communes. Puis là, on va les mettre dans des fausses villageois. Fait que quand il va revenir, il va y avoir des villageois plus puissants qui vont nous aider. Puis l'une des mécaniques intéressantes du jeu, c'est que les monstres vont attaquer les villageois. Puis à chaque fois qu'ils vont l'attaquer, ils vont le tuer. Fait qu'on va défausser cette carte-là, on va la détruire, on la sort du jeu, puis on la remplace par une carte cadavre. La ville se fait attaquer. Puis si pendant un tour de jeu, les 5 villageois qu'on tourne, c'est juste des cartes cadavres, on se rend compte qu'on perd parce qu'on n'a pas réussi à protéger le village. Les autres, on est encore là, mais tout le monde est mort dans la ville. Fait que
Il y a l'aspect intéressant qu'une des ressources, c'est tous les joueurs qui la bâtissent collectivement, puis on peut la donner aux autres joueurs, fait que tout le monde peut s'en servir. Puis cet aspect-là de tout le monde a son deck à lui, qui achète des nouvelles cartes, des habiletés, des trucs comme ça, mais il y a aussi un deck commun. Ou si moi je paye pour un villageois, ben le villageois c'est n'importe qui va pouvoir s'en servir. C'est cool, c'est original. Fait que c'est vraiment original comme mécanique. Il est un peu facile. Il y a certains groupes de monstres qui sont un peu faciles, fait qu'une fois qu'on est habitué, on fait juste plus jouer avec eux autres. Puis ils vont éventuellement ressortir pour la deuxième édition, ils vont réajuster les expansions qui ont déjà sorti pour l'ancienne première édition. Fait que c'est un jeu super intéressant, beau jeu. Les jeux, les deck building coopératifs, on a toujours ça. Donc, Shadow Rift, mon numéro 82. Mon numéro 81 est mon premier vrai jeu de type Euro gestion de ressources. Un classique en son genre, c'est un jeu qui s'appelle Fresco. Dans Fresco, les joueurs, dans le fond, vont contrôler des artistes peintres qui participent collectivement à une grosse fresque dans une cathédrale de la ville dans laquelle le jeu se passe. Puis c'est le joueur qui va avoir le mieux contribué à cette cathédrale-là qui va l'emporter à la fin de la partie. Fait que c'est un jeu assez classique où on va marcher, on récolte des ressources, on manipule ces ressources-là, puis ensuite on s'en va faire une action de travailler sur la fresque. C'est son originalité. Il y a plusieurs originalités dans le jeu. On va décider entre autres à quelle heure nos ouvriers se lèvent. L'idée étant que plus on se lève tôt, plus on peut aller au marché tôt. Mais nos ouvriers ne sont pas contents de se lever à ce temps-là. Puis éventuellement, on va avoir moins d'ouvriers qui travaillent pour nous autres parce qu'ils sont tannés de se lever à 5 h du matin pour aller c'est quand même hot, des bâtiments. Ouais. Tandis que si on se lève à 10 h à tous les matins, on est vraiment artiste dans l'âme. Puis on finit par avoir plus d'ouvriers parce qu'ils veulent travailler pour nous autres vu qu'ils peuvent être un peu paresseux. Mais à chaque fois qu'on prend une action, ben, toutes les actions intéressantes sont déjà prises sur le plateau. Si on va au marché, il n'y a plus rien. Si les meilleurs endroits sont déjà pris parce qu'on s'est levé tard pour aller faire ça. Puis ensuite, les ressources qu'on manipule dans le jeu, c'est les couleurs. C'est ça qui est intéressant. C'est une des affaires intéressantes dans ce jeu-là. Fait que je vais aller au marché et acheter de la peinture rouge et bleue parce que j'ai besoin de prendre une action plus tard pour mélanger ça puis me faire du mauve pour aller travailler sur la fresque. Fait que on joue avec les couleurs primaires. Puis on va les mélanger, les manipuler pour faire des couleurs un petit peu plus complexes. Puis après, ensuite, aller manipuler la fresque, puis aller peinturer. Puis la fresque, littéralement, c'est qu'au début du jeu, on distribue 25 ou 30 tuiles qui montrent la fresque. Puis sur chaque tuile, il y a des ressources que ça prend pour pouvoir enlever cette tuile-là. Puis au fur et à mesure qu'on enlève les tuiles parce qu'on les peint, puis on réussit à les avoir, ces tuiles-là s'en viennent avec nous autres. Ils nous donnent des petites ressources, des petits bonus pour aller chercher d'autres affaires. Fait qu'il y a un mini aspect engine building à l'intérieur. Surtout, on révèle la fresque. Fait que la peinture sur laquelle on travaille se révèle au fur et à mesure que la partie avance. Fait que c'est un jeu très beau, très très euro dans ses mécaniques, très efficace. Fresco, mon numéro 81. Il y a d'ailleurs prochainement un Big Box qui sort. Ouais. Queen Games fait souvent ça, des versions avec toutes les extensions. C'est les jeux qui pognent. Alhambra Escape, Kingdom Builder, ils ont tout ça. Qui ont une version Big Box qui est sortie ou qui sort prochainement avec toutes les extensions. Je pense qu'elle est déjà sortie. Une centaine de dollars, jeu de base, toutes les extensions. Si on aime le jeu, ça vaut quand même la peine si on ne l'a pas déjà fait. Fresco, 80. Moi, mon 81, c'est le jeu Yamatai. Donc Yamatai, c'est un jeu où on est dans la mythologie un peu japonaise. Donc, on a un plateau qui est complètement vide au début de la partie et on va, à tour de rôle, on va aller sélectionner des tuiles pour savoir l'ordre de jeu. Et aussi, les tuiles vont nous donner des petits bateaux de différentes couleurs et on va placer les petits bateaux sur le plateau pour entourer les différentes îles. En entourant les îles, on va pouvoir construire des bâtiments, des temples, une façon de faire des points. On va pouvoir acheter des tuiles aussi qui nous donnent des héros qui ont des habiletés qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie. Donc on construit ça tranquillement. À la fin de la partie, le plateau va être rempli de pièces de bois. C'est complètement magnifique. Le jeu est vraiment intéressant. La stratégie du jeu, la façon de construire nos affaires. On peut essayer de bloquer les autres, aller faire les chemins qu'ils ont besoin avant. Donc vraiment cool. Yamatai, il y en a beaucoup qui le comparent à Five Tribes. Un genre de Five Tribes inversé. Là. Five Tribes, c'est le contraire. Le plateau commence plein. Puis on enlève des meeples tranquillement pour activer les différentes choses. Dans Yamatai, c'est le contraire. On ajoute des éléments sur le plateau pour activer leurs effets. Donc, ils se ressemblent un petit peu au point de vue mécanique, mais... c'est le même auteur, je pense. Oui, c'est des jeux de Bruno Catala. Il y a aussi un autre auteur avec lui pour Yamatai. Il l'a fait en duo. Ils ont un feeling un peu semblable, là, mais je pense que l'avantage de Five Tribes pour l'instant, c'est qu'il y a des extensions qui le poussent peut-être un peu plus loin. J'imagine que Yamatai va avoir des extensions dans les prochaines années aussi, là, mais je pense que les deux peuvent bien coexister dans la même collection de jeux. Ça reste
le même style de jeu puzzle, mais ça reste quand même deux jeux qui sont différents à jouer. Donc, Yamatai, j'ai beaucoup apprécié, donc c'est mon numéro 81. Donc voilà, c'était la fin de notre deuxième segment, donc les jeux 90 en descendant jusqu'à 81. On espère que vous avez apprécié. Vous nous direz s'il y a des jeux là-dedans que vous connaissez. Vous nous donnerez dans les commentaires vos opinions sur les jeux qu'on a nommés. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas. Vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, à Professeur Board Game. Venez nous visiter sur notre page Patreon là, si vous voulez nous encourager. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer. On se revoit pour le prochain segment.